Bonjour, bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui dans mon podcast, un podcast pour changer ta vie. Et aujourd'hui, un podcast spécial coaching, spécial sevrage, avec une question volontairement provocatrice. Mais pourquoi, bon sang de bonsoir, tu en gardes dans tes placards? Alors, on en parle tout de suite, mais si c'est pas déjà fait, tu cliques sur j'aime, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, tu partages et tu commentes, c'est bon pour la vie de la communauté, c'est bon pour le référencement et ça me donne des idées de vidéos. Justement à ce propos, ce podcast, cette vidéo m'a été inspirée par un commentaire de quelqu'un qui avait du mal avec son sevrage. Et je me suis rendu compte que la question qui m'était posée, était une question d'ampleur parce que c'est quelque chose à laquelle je suis confrontée autour de moi très très régulièrement, notamment parmi mes clients. Et la question c'est, comment je dois faire pour me sevrer? J'en garde toujours un peu dans mes tiroirs au cas où, puis je finis par craquer. Et moi, ça me semble totalement absurde. Faisons une analogie, tu vas comprendre. Est-ce que tu considérerais très sérieusement la tentative de sevrage d'un héroïnomane, par exemple, qui garderait des seringues dans ses tiroirs? Non, bien évidemment. Et quand on sait que le sucre a un pouvoir addictif assez proche de ce type de substance, on commence à comprendre mon propos. Mais pourquoi est-ce que tu gardes tout ça dans tes placards, dans ta voiture? J'ai même vu des gens garder des clopes dans leur sac à main ou dans leur tiroir de bureau. Bien évidemment que le premier jour où il y aura un peu de déprime, un coup dur, de la fatigue, ils vont craquer. Et c'est ce qui se passe, bien sûr, c'est ce que je constate. Alors moi, c'est une erreur que j'ai faite il y a longtemps, très longtemps, quand j'ai arrêté de fumer aussi, où je me suis un peu menti à moi-même, on va pas se le cacher, en me disant oui, c'est bon, je vais tenir sur la volonté. Et alors par un tour de passe-passe de mon cerveau, de mon esprit, j'ai fini par réussir à m'auto-convaincre que c'était pas très grave d'en garder sur le côté, quoi. Sauf que, qu'importe ce à quoi tu essaies de te sevrer, en vrai, la puissance d'une addiction, c'est quelque chose d'incroyablement grand. Et un jour ou l'autre, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, il y a ton moi du futur qui va être un peu plus fatigué ou déprimé ou que sais-je, et qui risque de craquer simplement parce qu'il en aura sous la main. Sauf que à ce moment-là, si il faut aller dépenser de l'argent, se déplacer, utiliser du temps, prendre sa voiture, ça peut éviter de craquer. Moi, à l'époque, je me suis un certain nombre de fois dit, heureusement que j'avais pas une clope sous la main, sinon, je crois que j'aurais craqué. Et franchement, le fait de pas en avoir eu sous la main m'a aidé à me sevrer de ce à quoi j'étais accro. Alors ça marche avec la nourriture, avec la cigarette, avec la drogue, peu importe. Plus c'est compliqué d'y accéder et mieux c'est pour le sevrage. Alors je sais que la volonté de sevrage est vraie, qu'elle est honnête, qu'elle est sincère et qu'elle est forte. Simplement, on a tendance à s'auto-manipuler avec des arguments vraiment foireux et à faire ce genre d'erreurs qui finissent par tout foutre en l'air. Alors, je dis pas tout foutre en l'air, mais ça peut être assez démoralisant de mettre beaucoup d'énergie dans un sevrage et puis craquer pour un truc un peu bête comme ça, alors que si simplement on avait arrêté d'en acheter, ça aurait été beaucoup plus simple. Des fois, une des astuces quand il s'agit de craquage alimentaire pour ne pas en acheter, c'est simplement de ne pas aller au supermarché et d'avoir par exemple un système de drive. Ça peut vraiment t'aider, tu vois, ce genre de choses. Voilà, quand on est fumeur, éviter de rentrer dans un tabac, ça peut te protéger. De la même manière, et je pense que j'en ferai certainement une petite vidéo, faut-il vraiment continuer à être exposé à ces personnes si tu en as autour de toi, ou en tout cas, faut-il être aussi proche de ces personnes qui, à ta première faiblesse, vont te tendre une cigarette en disant allez, je te file une clope, tiens, et puis qui finalement ne respecteront pas tes efforts
fort ta volonté de te sevrer? Est-ce que c'est te respecter? Est-ce que c'est respecter ton choix que de t'aider à craquer à la première tentation? Eh bien, je ne crois pas. Je pense que ton ami, c'est celui qui justement ne va pas te, comment dire, ne va pas être celui qui te tendra une cigarette. Je pense que ton ami, c'est celui qui respecte ton choix et te rend plus fort au lieu de rentrer dans la faille de ta fragilité. En tout cas, ce n'est pas respectueux de la part d'autrui de t'exposer intentionnellement à quelque chose. Enfin voilà, est-ce qu'on aurait idée de tendre un verre d'alcool à un ancien alcoolique qui a souffert d'alcoolisme pendant très très longtemps? Non. Donc, moi je t'invite à faire en sorte lors du sevrage, eh bien de ne pas garder, de ne pas acheter ce à quoi tu es accro, peut-être d'éviter un peu ces gens qui ont tendance à te faire craquer, et à faire en sorte que ce soit difficile d'accéder à ce à quoi tu es accro. C'est un peu pour ça aussi qu'il y a des institutions de sevrage et tout ça, qui gardent un peu éloigné de la tentation le temps que le gros du sevrage soit gagné. C'est parce qu'à un moment donné, si c'est trop facile d'accès, ben on finit par craquer, quoi. La volonté seule n'est pas suffisante. Il faut organiser sa vie autour pour réussir son sevrage. Si tu as besoin d'autres conseils ou d'accompagnement, bah, tu sais que j'en propose. Je te donne rendez-vous sur unevoixquiporte.com, également pour s'abonner à la newsletter dans laquelle il y a du contenu exclusif. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte et prends soin de toi.